Merci de nous rejoindre dans l'invité du jour. Aujourd'hui, au cours de l'échange, on va parler économie et pour ce faire, on a le plaisir de recevoir Jotan Tchibouid qui est économiste de formation. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Léopold, pour l'invitation. Avec vous, on va parler dans ce 20 minutes, on va parler bien entendu de la hausse des prix de biens et services sur le marché, et avec beaucoup de contre-coups sur les ménages en République démocratique du Congo de manière générale, au Lualaba, à Kolwezi de manière particulière, les prix du carburant, les prix du savon, le prix de l'huile végétale, les prix de la farine ne cessent de galoper avec beaucoup de conséquences. Quelles sont les causes de cette hausse des prix? Quelles voies des solutions pour essayer de juguler ces faits? Avec Jotan Tchibouid dans ces 20 minutes. Jotan Tchibouid, la première question, est-ce que vous avez constaté avec nous que les prix de biens et services sur le marché ne cessent de galoper? Oui, ce phénomène n'est pas un secret. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Quand nous marchons, nous voyons des prix qui sont affichés. Et d'ailleurs, la réglementation de notre pays veut que les prix soient affichés. Et cet affichage de prix nous pousse à constater la hausse des prix de certains biens et des services. Ça, en tout cas, c'est ce qui est vécu actuellement. Voilà, on va essayer d'être différent de ce qui s'est dit parmi la masse. Il y a beaucoup de causes selon la population, mais de manière, dans vos lunettes d'intellectuels, d'économistes de formation, quelles sont les causes de cette hausse incessante, j'ai envie de dire, de produits et des prix, de biens et services sur le marché? Oui, il s'agit de l'inflation, qui est la hausse de prix sur le marché. Et la cause majeure pour le cas de notre pays, nous faisons face à une inflation des coûts. L'inflation des coûts veut dire nous sommes en train de subir ce que l'Europe est en train de vivre actuellement avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine qui a provoqué le coût de l'énergie. Or, ce qui permet de produire les biens et surtout les biens de première nécessité, c'est entre autres l'énergie. Or, l'énergie a connu une hausse, en tout cas spectaculaire des prix, et ce qui a entraîné automatiquement le prix sur le bien qui sont issus de la production de l'énergie. Et comme notre pays, nous dépendons un peu beaucoup plus de l'étranger, donc nous avons une économie extravertie qui se tourne pour le bien de première nécessité en grande partie vers l'extérieur. C'est que nous importons le bien de première nécessité et c'est bien quand ils sont en train de venir chez nous. Ils ont déjà ce coût là qui vient de chez eux, qui est causé par la hausse des produits énergétiques, entre autres les gaz et les pétroles. Et maintenant, quand nous arrivons chez nous également, nous faisons face à ce qu'on appelle l'inflation par la monnaie. C'est-à-dire, il y a la hausse du taux d'échange. Or, quand nous importons à l'étranger, on n'importe pas avec les francs congolais. Nous devons utiliser les dollars ou bien l'euro pour acheter nos marchandises à l'étranger. Et sur ce, il y a l'aspect du taux d'échange qui entre en jeu. C'est que les dollars qui étaient à 2000 francs, vous avez 200 000 francs pour acheter les dollars avec 200 et 5 000 francs. Avant, nous pouvons avoir 100 dollars. Mais actuellement, c'est entre 220 000 et 215 000 francs. Vous voyez déjà que les commerçants congolais, avant d'aller acheter la marchandise qui a déjà connu une inflation à l'étranger, ils rencontrent un autre problème, celui du taux d'échange. C'est que quand il viendra avec sa marchandise, qu'il le fixe en francs, il peut le fixer en dollars et le reconvertir en francs, vous allez voir que le prix va augmenter. Ce sont en tout cas les deux phénomènes qui peuvent expliquer aujourd'hui la hausse des prix des biens, de certains biens
de première nécessité. Mais certains observateurs, Jotan-Tibouit, parlent des opérateurs économiques. Il y a des opérateurs économiques qui sont également des opérateurs politiques qui, dans une année électorale comme 2023, veulent en fait jouer sur le prix des biens. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là? Bon, en tout cas, nous devons être sérieux avec nous-mêmes parce que vous allez voir et constater que l'économie dans notre pays est beaucoup plus détenue par le privé. Donc ça n'a rien à voir avec de la politique et quoi que ce soit. C'est là qu'on doit faire très attention, c'est-à-dire les lois économiques s'expliquent par elles-mêmes. Donc la politique n'a rien à voir avec l'économie, ça c'est un. Et de deux, nous devons quitter cet aspect de toujours spéculer. Au lieu de se mettre à spéculer, au lieu de s'aventurer en voulant peut-être accuser à tort nos politiques, il fallait vraiment que nous puissions nous préparer, que nous puissions nous mettre au travail pour que prochainement, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que chaque année, à la même période, je prends le cas du prix de la farine. Comment se fait-il que dans un pays où nous avons des intellectuels, où nous avons un gouvernement, et qu'à chaque période, quand nous sommes au mois de février ou le mois de mars, nous devons toujours connaître le même problème? Ça, ce n'est pas normal. C'est là que je suis en train de me poser plusieurs questions. Qu'est-ce que nous sommes en train réellement de faire? Donc les raisons majeures, c'est ce que j'ai évoqué. Nous avons une inflation par le coût et une inflation d'origine monétaire. Et là, les politiciens n'ont rien à voir dans tout ce que je viens de Est-ce qu'en d'autres termes, on peut dire que la cause majeure de ceci, c'est parce que c'est dû à notre modèle économique? Voilà, notre modèle économique n'est pas adapté à la réalité actuelle. Je vous donne un exemple. On était tous surpris sur les réseaux sociaux d'apprendre que, je prends l'exemple du Haut-Katanga, auquel notre cher et aimable gouverneur a mis à la disposition de la population une certaine quantité de prix de farine. Et selon l'imagination, ça aurait joué sur le prix de la farine. Malheureusement, les choses, ça ne se passe pas comme ça. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et en même temps, nous devons comprendre qu'il y a un sérieux problème dans notre pays, c'est lequel? C'est que nous avons des personnes qui nous gèrent, mais qui ne connaissent pas le nombre de gens qu'ils gèrent. Il y a celui-là, ce problème-là. Il y a ce grand problème, celui-là, auquel on essaie d'échapper depuis des décennies ou depuis que notre pays existe. On l'échappe, oui. Par exemple, là, on peut se poser une question en termes de besoins réels en farine. Le Katanga, c'est ça même l'aliment de base, nous consommons quelle quantité de farine par exemple? Pour que dans nos prévisions, nous disons que lorsque nous allons arriver à telle quantité, comment est-ce que nous allons jouer avec le prix? Parce que le prix, ce n'est même pas l'État qui fixe le prix, ce sont les lois du marché. C'est que nous sommes dans une situation où la demande, elle est élevée alors que l'offre ne suit pas le même mouvement. Automatiquement, le prix doit augmenter. Là-dessus, je t'intuite. C'est pourquoi j'étais en train de donner l'exemple du Haut-Katanga. Oui. On a fait pénétrer cette quantité-là. C'est une très bonne intention. Mais ça pouvait suffire pour combien de jours? Parce que nous mangeons le foufou chaque jour. Et une ville comme Lubumbashi qui contient à peu près plus de 6 millions d'habitants, bon, pour quelle quantité? Si on peut dire qu'un Congolais consomme, mettons, environ 500 grammes de farine par jour. Donc un jour seulement, il faut avoir au moins 3 millions de kilos de farine. Voyez-vous, oui. On peut commencer à réfléchir dans ces termes là-bas. On a donné quelle quantité pour que nous puissions tenir pendant combien de temps? Et voilà, ce qui arrive, c'est ce que j'ai appelé de l'aventure. On a d'ailleurs facilité à certaines personnes d'aller acquérir cette farine au prix qu'on nous a indiqué de 20 000 ou de 25 000. Mais quand ils vont rentrer dans leur quartier, comme la farine est rare et que l'offre n'a pas suivi le même mouvement, ça va continuer à prendre le même prix. Et au final, on se joue de qui? Vous étiez en train de parler il y a quelques minutes de l'offre.
notre offre, est-ce que vous ne pensez pas que l'exode rural aussi, nos villages qui, en tout cas naturellement, sont nos greniers qui doivent produire, tout le monde est en train de fuir le village vers la ville. Est-ce que cela ne peut pas expliquer aussi ceci? En tout cas, les gens qui fuient le village, ils ne fuient pas par plaisir. Oui. Ok? C'est là que j'ai dit, on doit être sérieux. On doit être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Quand j'ai parlé de l'offre, ok? L'offre par rapport à la production des biens de première nécessité, il y a d'abord la production interne qui a un problème. Donc on ne produit presque pas. Est-ce qu'on peut poser la question de nous indiquer une seule usine qui produit en quantité industrielle du riz dans ce pays? Je ne pense pas. Combien d'usines peuvent produire de biens en quantité industrielle, par exemple de l'huile? C'est aussi un problème dans notre pays. Et si même on prend l'exemple de l'huile de palme, qu'à un certain moment, nous étions parmi les meilleurs producteurs, et ça rencontrait un problème, c'est un problème de distribution. Et le premier phénomène, plutôt le premier problème, c'était l'acheminement de ces biens, que, par exemple de l'huile de palme, de son lieu de production jusqu'à son lieu de consommation. Oui. Aujourd'hui, la SNTC n'existe presque pas. Or, on peut peut-être se concentrer sur ces choses-là pour que nous puissions rendre ces flux économiques, en tout cas, très flexibles et beaucoup plus mieux que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est-à-dire la production interne, en tout cas, est très faible. Et nous sommes obligés de nous tourner vers l'extérieur. Et cette fois-ci, c'est là que ça doit nous servir d'exemple. Quelqu'un me disait ceci. Oui. Ne savez-vous pas que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une grande opportunité pour nous? Comment ça? C'est une grande opportunité pour notre pays. On ne peut pas s'aventurer à condamner la Russie ou à soutenir l'Ukraine, mais en ce moment-là, on devait en tout cas tenir cette opportunité. Comment ça? Parce que de l'autre côté, il y a la guerre. Et quand il y a la guerre, la production ne suit pas les rythmes. Donc il est difficile de créer de la richesse. Or, chez nous, il n'y a pas la guerre. On pouvait peut-être renforcer nos capacités dans l'agriculture. Très intéressant. En renforçant nos capacités, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Le monde entier va se tourner vers nous. Nous sommes un pays qui contient toutes les conditions. On a un bon climat, on a un bon sol. Oui. Ça pouvait faire entrer des devises cette fois-ci. On ne pouvait pas aller importer cette fois-ci. Qu'est-ce qui allait se passer? On devait être un pays qui pouvait attirer les vrais investisseurs. Je parle des vrais investisseurs qui pouvaient venir chez nous. Je continue de vous parler de la guerre russo-ukrainienne. Voilà. Quand on regarde par exemple le Covid-19, le coronavirus a-t-il été aussi, en tout cas je parle parce qu'il est en train d'être maîtrisé presque complètement, est-ce qu'il a été parmi les causes de cette hausse de prix? Oui, nécessairement oui, parce que vous allez voir que quand nous allons en Europe, oui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont assaini leur main-d'œuvre. C'est-à-dire, si on avait la capacité de produire 10 kilos de spaghettis avec 100 personnes, quand nous serons à 50 personnes, je pense que ça ne sera plus la même quantité. Et parce qu'on a confiné beaucoup de gens. Et non seulement ça, il y a eu des difficultés dans l'approvisionnement de certaines matières premières qui pourront servir à la transformation de ce bien de première nécessité. Ça, en tout cas, c'est parmi les aspects qui a fait en sorte que le Covid soit un élément qui a joué sur la hausse de prix. Quelles sont les voies de sortie aujourd'hui? Il y a une hausse presque générale des biens de première nécessité. Comment est-ce qu'on peut maîtriser cette hausse des prix-là? Voilà. À chaque cause, nous allons essayer de donner une solution. Oui, un peu rapidement. Oui, oui, à la première cause, nous avons parlé d'une inflation ou de la hausse des prix qui est due au coût de production des biens importés. Donc la solution, c'est laquelle? C'est de nous concentrer sur la production interne. Parce qu'à un moment donné, la pauvreté doit nous faire très mal. La dépendance doit nous faire très mal et que nous devons nous mettre au travail
pour mener cette fois-ci sérieusement la politique de l'industrialisation et beaucoup plus renforcer nos investissements locaux. Nous devons accompagner en tout cas toutes les industries qui sont sur place et définir cette fois-ci un modèle économique adapté aux besoins des Congolais. Aujourd'hui, qui ne sait pas que nous avons besoin du lait dans ces pays? Est-ce qu'il faut-il importer du lait? On n'a pas un espace où on peut élever facilement les vaches et en tirer du lait. Et tout ça, nous devons avoir une industrialisation forte et cela est possible parce que la RDC a non seulement les matières premières qui répondent à toutes les industries possibles, nous avons également de l'énergie. On a beaucoup de barrages qu'on peut utiliser. Au niveau de l'inflation monétaire. Ça, c'est l'inflation qui est ici au coût des productions. Oui. Par rapport à l'inflation, plutôt à la hausse des prix qui est liée à la monnaie, premièrement, nous devons renforcer notre politique monétaire en donnant une indépendance vraie à notre banque centrale qui doit prendre les choses en main. Et deuxièmement, nous devons dédollariser notre économie. Oui. C'est très sérieux, Bandoukou. Quand vous allez seulement dans nos pays voisins, ici en Zambie, papa, vous avez le dollar, vous dormez affamé. Personne ne sait toucher votre argent dans le magasin. Il faut dédollariser notre économie. Pourquoi? Parce que du fait que nous avons une économie qui est dollarisée, ça crée cette préférence de cette monnaie, même quand il ne faut pas. Aujourd'hui, nous préférons avoir des comptes en banque en dollars, nous préférons nous promener avec du dollar, et chose qui rend notre monnaie faible. Or, jusqu'à preuve du contraire, nos prix sont fixés en francs congolais. Mais c'est le dollar qui est en train de déterminer les niveaux de prix de chaque bien et service. Et enfin, en tout cas, nous invitons en tout cas nos autorités à se mettre au travail comme il faut. Chaque problème qui arrive, on doit se concentrer et essayer de proposer des solutions. Nous ne devons pas nager dans des illusions, nous ne devons pas nager dans des à peu près. On doit saisir de cette occasion pour définir un bon programme économique. On doit commencer par quoi? On ne peut pas toucher à tout. C'est comme les problèmes actuels. Nous devons renforcer nos capacités dans l'agriculture et de l'autre côté, nous devons renforcer nos capacités dans l'industrie et en même temps renforcer la force de notre banque centrale qui est celle qui contrôle la circulation monétaire. Parmi les solutions, Stanley déjà disait, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Est-ce qu'il faut se mettre aussi dans la construction des infrastructures routières? Voilà, nous sommes dans un monde vraiment très compétitif. Oui. Moi, tel que vous me voyez, je suis un enfant 100% cheminot. Mon père et ma mère sont tous agents de la SNCC. Donc jamais je ne peux souhaiter à ce que cette société ne puisse fermer ni tomber en faillite. C'est cette même société qui nous a fait étudier et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ce qu'on doit comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas de pitié. Ce n'est pas parce que c'est la SNCC qu'il faudra laisser faire. C'est une société qu'il faut rendre compétitive sur le marché. Et même quand on fait des calculs, c'est trop simple. Aujourd'hui, entre construire des grandes routes pour relier des villes et des villages avec les programmes de 145 territoires et redémarrer la SNCC ou pourquoi pas la relancer cette fois-ci comme il faut en payant de nouvelles machines, en réformant la main-d'œuvre, en mettant vraiment tous les moyens nécessaires, je trouve que le choix est clair, que les meilleurs gagnent. Si on trouve que la voie routière est plus rentable, tant mieux. Si on trouve que c'est mieux aussi de renforcer les capacités de notre société mère qui est la SNCC, c'est toujours souhaitable. Et en tout cas, on doit vraiment mettre tous les moyens possibles. C'est là que même j'invite la jeunesse congolaise, à saisir de cette opportunité. Si chacun pouvait se taper même un hectare, ok? C'est là que j'invite en tout cas les autorités provinciales qui nous écoutent aujourd'hui, si elles peuvent rendre même gratuit l'acquisition des terrains. Merci. Ça sera une très bonne chose si le ministre des Affaires foncières est en train de nous suivre en ce moment. Nous l'invitons en tout cas à lancer cet appel pour que tout celui qui se présenterait avec un programme agricole, on puisse le mettre dans ces conditions. Si on peut acquérir cette terre gratuitement, ça sera une très bonne chose. Merci bien, Jotan Tibé. Nous rappelons que vous êtes économiste de formation. Aujourd'hui, on a parlé des hausses des prix de biens et services sur le marché en République démocratique du Congo à Kolwezi. Merci en tout cas d'être passé. Auditeurs et téléspectateurs de Mikuba, merci de rester
fidèles au programme de votre chaîne. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci beaucoup.